Aujourd'hui d'avoir avec nous Dr Alain Bestavros, hémato-oncologue à la Cité de la Santé de Laval et professeur adjoint à l'Université de Montréal depuis 2011. Il a complété ses études médicales à l'Université McGill, sa formation en hématologie à l'Université de Montréal et en oncologie médicale au BC Cancer Agency de Vancouver. Aussi détenteur d'une maîtrise en pédagogie médicale, il a un grand intérêt pour l'éducation aux patients et aux professionnels de la santé. Donc, merci beaucoup, Dr. Bestavros. Je te laisse la parole. Merci Sandrine, merci pour l'introduction. Ça me fait plaisir de parler avec vous aujourd'hui des urgences oncologiques. Alors moi, quand je présente comme ça, je ne vois pas les gens. Donc, si vous voulez, quelqu'un a des questions, quoi que ce soit, là, peut-être m'interrompre Sandrine là simplement. Ou bien aussi, je vais tenter là, normalement d'avoir du temps à la fin pour les questions. Alors, quand le cancer devient une urgence, en fait, donc parler des urgences oncologiques. Alors, d'abord, pour mon conflit d'intérêt, malgré que je ne parle pas beaucoup vraiment là, de médicaments particuliers ou quoi que ce soit dans cette présentation, mais je suis consultant parfois et conférencier pour diverses pharmaceutiques. Alors, quand Sandrine m'a approché pour faire cette présentation-là, j'hésitais à savoir est-ce que j'ai le temps vraiment de m'attarder et tout ça. Puis, je me suis rappelé que j'avais déjà présenté là-dessus il y a longtemps quand j'étais résident. Alors, je me suis dit, je vais partir d'une présentation déjà un peu faite, puis je vais l'améliorer. Alors, je me suis mis à chercher ma présentation préexistante, mais finalement, je l'ai trouvée seulement sous forme de CD pour ceux qui s'en souviennent, au risque de me vieillir un peu. Puis là, fallait-il encore trouver une façon ou un ordinateur dans lequel mettre le CD parce que les plus récents ordinateurs n'en ont pas. Finalement, j'ai réussi à trouver un ordinateur dans lequel mettre le CD et trouver ma présentation. Et je suis tombé sur celle que j'ai préparée quand j'étais résident 5. Donc, ça me vieillit un peu, mais en 2008, j'étais résident 5 et j'avais présenté aux résidents juniors là, sur les urgences oncologiques. Donc, je me suis dit, ça ne doit pas beaucoup changer les urgences oncologiques. Et en partie, c'est vrai, oui, les urgences oncologiques là, dites classiques, là, la neutropénie fébrile, la compression médulaire, l'hypercalcémie. Donc, cette liste-là n'a pas beaucoup changé, ni en termes d'étiologie, ni même en termes de management vraiment. Dans les 15 ou même 20 dernières années, là, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, en fouillant un peu, là, j'ai évidemment réalisé que les traitements ont beaucoup changé et ça fait en sorte que en 2025, aujourd'hui, la présentation est en partie, concerne en partie les urgences classiques, là, qu'on peut dire classiques, et aussi il y a par contre des urgences oncologiques nouvelles et celles-ci sont surtout reliées à l'immunothérapie. Les thérapies nouvelles et surtout l'immunothérapie qui nous amène son lot de nouvelles et nouveaux effets secondaires et surtout d'urgence qu'on voit à l'urgence maintenant quasi quotidiennement. Alors, l'urgence oncologique, la définition reste la même, là, une condition aiguë causée soit par le cancer lui-même, soit par le traitement. Et cette distinction-là est importante et j'y reviens dans un instant. Donc, une condition aiguë qui nécessite une intervention urgente pour éviter des séquelles ou même la mort du patient. La première approche, quand on ne sait pas ce qui se passe avec un patient avec un cancer devrait être traité de la même façon que tout autre patient. Donc, le bénéfice du doute, là, ne sachant pas c'est quoi l'urgence et c'est quoi l'histoire derrière l'urgence. Mais si c'est un patient suivi en oncologie, rapidement, je pense que c'est important d'identifier le type de cancer, le stade de l'évolution, j'y reviens là, l'idée de cette urgence-là, est-ce qu'elle est due au cancer lui-même? Donc, c'est un cancer qui progresse rapidement, agressivement. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la thérapie qu'on a offert qui cause le problème? Parce que si c'est la thérapie qui cause le problème, bon, de un, on a tendance comme clinicien à vouloir réparer les pots qu'on a nous-mêmes cassés. Donc, si c'est nous-mêmes qui avons provoqué l'urgence à cause de nos thérapies, on peut être tenté de vouloir corriger les choses plus agressivement que si c'est le cancer lui-même qui suit son évolution, de un. Et de deux, quand un cancer se présente lui-même avec une urgence oncologique, généralement, même si ce n'est pas une règle universelle, mais généralement, ça veut dire que le cancer avance puis avance vite, donc ça augure mal, règle générale. Alors que ce n'est pas vrai quand c'est la thérapie elle-même qui induit les effets secondaires et même que parfois c'est l'inverse. On a des données qui suggèrent que les gens qui réagissent fortement aux thérapies non seulement donc répondent aux thérapies, mais peut-être même répondent bien que ceux qui ne répondent
qui n'ont pas d'effet secondaire des thérapies. Surtout, je parle d'immunothérapie. Donc, l'approche ne devrait pas être nécessairement la même si c'est nous qui avons causé le problème avec l'immunothérapie versus le cancer qui avance tout seul et qui met en danger la vie du patient. Évidemment, il faut tenir compte du pronostic du patient et de sa volonté, niveau de soins, etc. Et je ne suis pas du tout en faveur de l'acharnement. Je pense que personne ici n'est en faveur de l'acharnement euh, à propos des patients qui sont en stage avancé de cancer. Il faut reconnaître que les urgences oncologiques, il y a quelques articles là-dessus là, qui nous démontrent que c'est en augmentation là, démographiquement là, à cause du vieillissement de la population, du nombre de cancers. Le nombre d'urgences oncologiques vues à l'urgence chaque jour est en augmentation globalement. Et ça, c'est des données nord-américaines. Le cancer métastatique, de plus en plus, c'est une maladie quasiment chronique. Donc, il y a plus de patients qui vivent plus longtemps, donc plus d'urgences qui sont traitées et qui reviennent plus tard avec d'autres urgences. Donc, l'incidence est en augmentation. Et comme on l'a déjà dit, les thérapies, l'immunothérapie surtout, dont on va parler dans la deuxième moitié de la présentation, fait en sorte qu'il y a plus de ces patients à l'urgence. Un petit mot, sans aucunement la vouloir pointer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais simplement reconnaître que nos problèmes avec la première ligne, là, qui sont très réels, surtout au Canada, comme pays du G7, là, on a des problèmes réellement vrai là, pour la première ligne. Et en fait, ça a été démontré par des études. Ça, c'est une étude de l'année passée, 2024, donc tout récente, une étude purement canadienne, en fait, de l'Ontario, qui a démontré que, en fait, 26 des patients qui reçoivent un diagnostic de cancer, donc le total des patients qui reçoivent un diagnostic de cancer, 26 donc le quart, le reçoivent ce diagnostic-là à l'urgence. Et donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de laquelle on devrait être fier. Et ça, c'est un éditorial publié dans le CMAJ qui dit que les urgences ne devraient pas être un endroit où on annonce le cancer. C'est sûr qu'il y a des cas qui vont invariablement là, et nécessairement se présenter à l'urgence, mais on aimerait croire qu'une première ligne plus forte, et ça je parle de très large, hein, la première ligne qui commence par l'IPS, le médecin de famille, le pharmacien, le 811, tout ce qu'on peut avoir en première ligne pourrait réduire ce taux de gens qui se présentent généralement avec des urgences là, à l'urgence. Alors, je vais, avant de m'embarquer dans les urgences classiques, là, puis ensuite les urgences plus nouvelles là, avec l'immunothérapie, permettez-moi un bref survol quand même. Je pense qu'on ne peut pas parler de cancer là aujourd'hui sans faire un petit survol épidémiologique. Du point de vue épidémiologique, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Commençons par les mauvaises. On s'en débarrasse plus vite. Et donc, vous le savez déjà là, que le cancer est très, très prévalent. Une personne sur deux, pratiquement, là, hommes et femmes, peu importe, une personne sur deux va développer un cancer au cours de sa vie. Ça, c'est les données récentes canadiennes. Donc, une personne sur deux, pratiquement. Et l'incidence, malheureusement, est encore en augmentation à cause du vieillissement. Globalement, c'est à cause du vieillissement de la population. Même si on faisait de notre mieux au niveau des facteurs de risque, il reste qu'on est en 2025 aujourd'hui et on prévoit encore jusqu'à 2040, donc dans les 15 prochaines années, 35 encore plus de cancers seulement à cause de la démographie, sans tenir compte de l'incidence qui peut être augmentée si on a plus de cancers de certains types, sans inclure l'immigration, sans rien inclure d'autres. Là. Il y a un 35 purement de la démographie. Donc, imaginez-vous le réseau dans lequel on est aujourd'hui avec les urgences, avec les compressions d'1,5 milliard et tout ce qu'on veut. On a encore un 35 qui va venir dans les 15 prochaines années. Une dernière petite nouvelle, la mauvaise, malgré, à part l'incidence qui augmente, le nombre de cancers qui augmente, et symboliquement, c'est Kate Middleton, quand elle a annoncé son diagnostic il y a un an exactement. On n'a jamais su exactement c'était quoi. C'est possiblement, là, il y a des groupes d'oncologues qui se sont échangés toutes sortes d'indices là, pour essayer de savoir si c'est gynécologique, si c'est colorectal. C'est pas clair, mais on sait qu'elle a eu de la chimiothérapie puis que maintenant elle est supposément en rémission. Donc, on lui souhaite évidemment une rémission puis une guérison. Sauf que le fait qu'elle soit tellement âgée et le fait même que la famille royale n'est pas épargnée, ça a remis au niveau médiatique l'histoire des cancers qui augmentent chez les jeunes. Et ce n'est pas juste médiatique. Là, il y a des études très sérieuses là, qui montrent qu'effectivement, il y a plusieurs cancers. En fait, on dénombre jusqu'à 17 cancers différents qui sont en augmentation
chez les jeunes adultes, donc en bas de 50 ans. Et ce sont des vraies augmentations d'incidence parce que ces gens-là ne sont pas dépistés. Donc, en bas de 50 ans, on ne dépiste pas grand-chose. Donc, ce n'est pas juste un effet là, de dépistage là, plus zélé ou quoi que ce soit. C'est vraiment une incidence qui augmente chez les gens en bas de 50 ans, entre 40 et 50 surtout. Les deux cancers qui sont les plus marquants, là, c'est le colorectal et le sein, spécialement le sein RH positif, le récepteur hormonal positif, ce qui a mené certains gens à dire que c'est l'embonpoint, c'est peut-être que certains genres d'hormones qu'on est exposés dans l'environnement, la malbouffe. C'est pas seulement un facteur, je pense. Beaucoup parlent de food, ultra-processed food, là, qui est la nourriture qui n'en est pas, là, vraiment. Tout ce qui sort des usines avec dans des boîtes, là, qui sont même appelés par certains experts là, des food-like substances, des substances qui se ressemblent à la nourriture, mais qui n'en sont pas vraiment, sont trop manufacturées là, essentiellement. Donc, peut-être c'est ça, peut-être c'est plein de choses en même temps, mais il y a un signal réel qu'il y a une augmentation des cancers chez les jeunes qui ne sont pas dépistés. Si on regarde le cancer colorectal, qui est un des pires là, actuellement, et le fait que ça soit un des pires, là, ça pointe vers l'alimentation, ne veut pas. Et ça, c'est une étude intéressante où on regarde le risque de cancer par cohorte de naissance. Donc, si vous êtes né en 1980, vous avez un risque significativement plus élevé de faire un cancer âge contrôlé, la contrôler avec l'âge, que si vous êtes né en 1960 ou 1940. Donc, il se passe quelque chose. Les gens qui ont été exposés dans l'enfance, dans les années 80, il se passe quelque chose chez ces gens-là qui font en sorte qu'ils ont plus de cancer que chez leurs parents ou leurs grands-parents, même si on contrôle pour l'âge, évidemment. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'incidence. J'espère que la nouvelle génération qui est plus consciente de l'alimentation et généralement de la bonne santé là, vont renverser la vapeur. Mais pour l'instant, il se passe quelque chose de négatif. Maintenant, les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on n'a jamais eu autant de survivants du cancer. On compte aux États-Unis, là, et ça fait déjà des vieilles données, ça prend du temps de collecter ces données-là. Il y a 2,6 millions de survivants du cancer qui, normalement, ne seraient pas là si on n'avait pas les nouveaux traitements qu'on a aujourd'hui. Même chose au Canada. Donc, Canada, c'est généralement une règle rapide, là, c'est divisé par 10. Donc, on aurait 260 000 Canadiens qui ne seraient pas là, mais qui le sont à cause de nos traitements. Les quatre grands, là, comme on appelle les Big Four, qui expliquent la moitié de tous les cancers, le poumon, sein, prostate, colorectal. Donc, ça, c'est les quatre grands. On peut voir que dans les quatre grands, deux des quatre, le sein et la prostate, ont maintenant une espérance de vie excellente. 90% de tous les seins, de toutes les prostates sont vivants à 5 ans. La plupart sont guéris, d'autres sont peut-être métastatiques, mais quand même en vie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a fait beaucoup de progrès dans ces deux cancers-là, entre autres. Moins dans d'autres cancers, le poumon, ça progresse, mais pas aussi vite qu'on voudrait. Même chose pour le colorectal. Puis, malheureusement, on a des cancers plus rares, mais qui sont toujours aussi négatifs. Là, malheureusement, le pancréas, c'est le champion. 10% de survie à 5 ans. Le foie, l'œsophage, ça reste des cancers dans lesquels les progrès sont très lents, malheureusement. Donc, quand on parle de cancer globalement, on ne peut pas ne pas parler là, du fait que la lutte doit se faire sur trois fronts, que oui, on fait beaucoup, on a fait beaucoup, puis on continue à en faire dans les traitements, et ça explique une grande partie des progrès qu'on a fait, mais qu'il faut dépister, évidemment, le plus possible, et surtout, il faut prévenir, et on sait des études très bien faites que 50% de tous les cancers sont évitables si on contrôlait tous les facteurs de risque connus, sans s'aventurer dans l'environnement, les choses cachées, le plastique, les hormones cachées dans l'environnement. Et je ne dis pas que ça n'a pas de rôle, puis qu'il ne faut pas travailler là-dessus comme en recherche, puis en prévention. Mais si on prend les facteurs de risque connus, là, la malbouffe, le tabac, l'obésité, l'exercice, tout ça, donc si on prend les choses connues, il y a la moitié des cancers qui sont évitables, et ça, on le sait par des études très bien faites. Alors, il faut travailler sur les trois fronts si on veut vraiment avancer. Revenons maintenant aux urgences oncologiques. Je vais commencer par les classiques là, qui sont un peu incontournables quand on parle d'urgences oncologiques. Je ne pourrai pas tout couvrir, mais on va essayer de couvrir les principaux. Puis on va s'attarder là, dans l'autre partie aux nouvelles urgences oncologiques dues au traitement. La neutropénie fébrile, on ne peut pas ne pas en parler parce que c'est une cause encore, on en voit tous les jours là, des neutropénies fébriles. Même si on donne moins de chimio, il y a encore des neutropénies fébriles qui se pointent à l'urgence et c'est potentiellement fatal, comme vous savez, donc ça vaut la peine d'en parler. C'est défini comme étant un 38,3 une fois ou un 38,0 pour plus qu'une heure. Les neutrophiles doivent être en bas de 0,5 ou en bas de 1 avec une expectative là, que ça va chuter.
Euh, la formule sanguine, j'en parle brièvement parce que parfois les gens peuvent voir les leucocytes totaux ou bien voir parfois par erreur les valeurs relatives et s'enfarger là-dedans. Retenir que quand on parle de neutropénie fébrile, c'est vraiment les neutrophiles qui nous intéressent. Les leucocytes n'ont pas d'importance, là, au total, n'ont pas d'importance. Le plus important et la seule valeur qui prédit votre risque infectieux, c'est vraiment les neutrophiles en absolu dans le sang. Les valeurs relatives n'ont pas d'importance. Les valeurs relatives, c'est combien de pourcentage de leucocytes totaux constituent les neutrophiles. Ça n'a pas d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est combien de neutrophiles total en absolu le patient a. Et c'est la seule chose qui compte vraiment. La cause la plus commune, évidemment, c'est notre chimio qu'on a donnée, surtout si elle est myélosuppressive, surtout les chimios, vous savez, qui sont orientés vers les maladies hématologiques. Excusez. Donc, par exemple, tout ce qui est leucémie, lymphome, on donne veut pas, des chimios qui ciblent les globules blancs. Et donc, s'ils ciblent les globules blancs, veut pas, ils vont être très propices là, à créer des neutropénies des dysfonctions du système immunitaire, surtout si la chimio cause des mucosiques. Là, c'est un port d'entrée, donc ce sont les chimios classiques. On sait déjà depuis longtemps là, que c'est très prédictible que le nadir de neutrophile va arriver du jour 7 au jour 14, donc la deuxième semaine à partir de la chimiothérapie, c'est bien documenté. Et toutes les chimios, là, pas mal fit la plupart, en tout cas 95% fit dans ce schéma-là. Parfois, il n'y a pas de chimiothérapie, parfois c'est des leucémies ou des maladies hématologiques elles-mêmes qui vont induire une neutropénie qui elle-même va induire un état infectieux. Ça arrive. Des fois, les leucémies aiguës vont se présenter comme ça à l'urgence avec une neutropénie fébrile. Et rarement, il y a des infections, surtout virales, qui vont causer des neutropénies et qui vont à leur tour causer des infections. Évidemment, le mot fébrile, c'est le mot-clé là, à part neutropénie. Donc, on veut une fièvre, mais ne pas oublier que parfois la fièvre est cachée par le Tylenol que le patient a pris ou par des stéroïdes ou par des fois des personnes âgées, parfois, là, n'ont pas assez non, sont pas capables de monter une tempête cytokinienne suffisante pour monter de la fièvre. Donc, un patient moche, là, même s'il n'y a pas de fièvre, mais qui est neutropénique, parfois, il faut quand même le considérer comme possiblement neutropénique fébrile, même s'il n'y a pas une fièvre très forte, s'assurer qu'elle n'est pas masquée par autre chose. Première chose, l'ABC, puis ça, c'est les gérontologues qui sont les experts là-dedans, c'est les signes de choc septique parce que c'est ce qui peut emporter un patient rapidement. Donc, est-ce qu'il est hypotendu, hypoxémique, tachycarde, etc. Puis, rapidement, après ça, on essaie de trouver le foyer infectieux. Vous savez tous comment faire une revue de système au niveau du questionnaire et de l'examen physique. Les endroits qui sont plus cachés, qu'il ne faut pas oublier, c'est la bouche, les dents, les cathéters veineux qui, des fois, sont cachés, des corps étrangers. Le patient a un stent déjà, un stent biliaire ou d'autres corps étrangers. Ça peut être un site où il peut avoir une infection. Et le bilan septique, là, au minimum, il faut faire des émocs x2, analyse d'urine et rayon X du poumon. Ça, c'est le minimum. Plus, on peut aller plus cibler si on pense qu'il y a un foyer particulier. Et très souvent, on va avoir l'aide des microbiologistes pour ces patients à l'urgence. Il y a des scores, ça c'est un des scores les plus connus, là, où on peut attribuer des valeurs au patient pour décider est-ce qu'il faut forcément l'hospitaliser ou est-ce qu'on peut lui donner des antibiotiques oraux puis le laisser aller. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on fait, on essaie de faire en tout cas surtout ces jours-ci là, pour essayer de sortir les patients qui peuvent être sortis de l'urgence rapidement. Je ne peux pas mettre l'emphase suffisamment là, sur la vitesse avec laquelle il faut donner les antibiotiques. Et ça, c'est une étude qui démontre à quel point c'est urgent de donner les antibiotiques lorsqu'on a un patient avec une neutropénie fébrile. Vous voyez ici, là, en bas d'une heure, la mortalité, quand on donne les antibiotiques, la première dose dans la veine en bas d'une heure, versus si on tarde et que le patient, ça fait 5-6 heures qu'il est à l'urgence ou qu'il a sa neutropénie fébrile, encore faut-il qu'il se présente. Là. Donc, on assume que le patient a fait son devoir et s'est présenté rapidement, d'où l'éducation qu'on fait, mais aussi au niveau du triage, au niveau de la rapidité que la salle d'urgence est capable de traiter ces patients-là et leur donner la première dose d'antibiotiques dans la veine. Je pense que c'est important de le faire. On voit ici que si on tarde, là, si ça fait 5-6 heures, seulement 5-6 heures que le patient a une neutropénie fébrile, ça double la mortalité de ce patient-là durant cet hospice-là. Donc, c'est quand même des données importantes. Donc, neutropénie fébrile, c'est du terrain connu, mais ça vaut la peine de réitérer certaines choses. On passe maintenant aux urgences oncologiques là, classiques au niveau anatomique. Et je vais parler quelques-unes des plus importantes, sans nécessairement toutes les couvrir en détail, mais une qu'il ne faut pas rater, qu'on ne voudrait pas rater, c'est la compression médulaire. Et la plupart du temps, c'est une tumeur qui est dans la vertèbre et qui finalement comprime de façon extrinsèque la colonne vertébrale.
ou en fait la moelle épinière. Ça, c'est un des mécanismes. Vous allez voir tantôt que parfois, ce n'est pas nécessairement le seul mécanisme. Parfois, il y a eu une fracture au niveau de la vertèbre et c'est un os qui est en train de faire de la pression sur la moelle. Ou bien encore même, rarement, il y a des métastases intramédulaires qui peuvent s'installer. Rare, mais ça arrive quand même. Mais la compression extrinsèque, c'est le mécanisme le plus commun. On va jusqu'à dire, là, pour ne pas rater une compression médulaire, on va jusqu'à dire dans les textbooks, là, et quand j'étais résident, on le disait, mal de dos plus histoire de néoplasie, ça égale la compression médulaire jusqu'à preuve du contraire, pour ne pas oublier. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de cas, malgré qu'il y a évidemment d'autres causes, beaucoup d'autres causes de mal de dos. Et dans 80% des compressions médulaires, il y a une histoire de néoplasie, mais il y a encore un 20% de compression médulaire qui se présente chez quelqu'un qui n'est pas encore connu pour une néoplasie. Et ça, c'est vraiment, ça met l'emphase sur le travail que je trouve vraiment extraordinaire, là, et difficilement extraordinaire des urgentologues. Euh, et j'ai un petit biais parce que ma femme est urgentologue, mais j'admire leur travail parce que c'est pas facile. Hein, tous les gens qui se présentent pour un mal de dos, de l'arthrose tout à fait là, bénigne jusqu'à la compression médulaire, il y a 20% des compressions qui n'ont même pas d'histoire de néoplasie. Donc, ça prend vraiment quelqu'un qui est très, très alerte au niveau du questionnaire, au niveau de l'examen physique. Au niveau du questionnaire, ben, c'est les drapeaux rouges qu'on regarde, qu'on essaie de regarder. Est-ce que c'est pire lorsque le patient tousse? Est-ce que ça le réveille la nuit, cette douleur-là? Est-ce qu'il y a évidemment une analgésie là, qui est inefficace, donc ça prend, la douleur est non soulagée par les méthodes conventionnelles? On sait du point de vue rétrospectif là, que la douleur au dos se présente 1 à 2 mois avant que le patient se pointe avec vraiment des symptômes neurologiques, que ce soit au niveau sensoriel ou moteur, ou même au niveau sphinctérien. Euh, ça va se présenter un peu plus tard, généralement. Ou bien au questionnaire, on va voir qu'il y avait des douleurs depuis déjà un certain temps. Les cancers les plus fréquents, c'est la prostate, le sein, le poumon. Intéressant de parler de prostate et de sein parce qu'on a parlé tantôt du fait que c'est les deux cancers où on a fait le plus de progrès dans les dernières années. C'est les cancers qui vivent, c'est les patients qui vivent même avec des métastases pendant très longtemps. Hein. La moyenne du sein métastatique aujourd'hui dépasse le 6 ans. Même chose pour la prostate, même plus longtemps pour la prostate. Donc, c'est le genre de compression médulaire chez quelqu'un qui a des bonnes chances de vivre longtemps si on réussit à l'attraper rapidement puis à éviter les séquelles neurologiques. Ça se peut que ce patient-là ait une qualité de vie pas pire là, pour un certain temps. Évidemment, ça dépend d'où est-ce qu'il est rendu dans son 5-6 ans. Là. On veut évidemment diagnostiquer ça rapidement parce qu'une fois que les séquelles neurologiques sont installées, ben, parfois elles sont malheureusement permanentes ou en partie là, irréversibles. Le diagnostic différentiel, il y en a. Un certain nombre. De toute façon, si vous suspectez une compression médulaire, vraiment, c'est la résonance. Parfois, vous allez faire un scan rapidement pour l'avoir plus vite, mais vous allez faire le scan, tant mieux là, si vous l'avez rapidement, mais parfois, ça va finir par être quand même une résonance si on suspecte une compression médulaire. Et il y a un certain différentiel que seulement la résonance peut trouver. Donc, est-ce qu'il y a une atteinte leptoméningée si c'est un cancer connu? Une métastase intramédulaire, c'est rare, mais ça arrive. Si le patient a eu de la radiothérapie, ce qui est parfois commun dans cette population-là, des fois, elle a une myélopathie radique. S'il y a eu de l'immunothérapie, encore une fois, c'est commun dans le poumon, par exemple. Est-ce qu'il y a une myélite transverse? Ça, c'est une des complications de l'immunothérapie. On va y revenir en fin de présentation. Un abcès, c'est rare, mais surtout s'il y a une manipulation dans ce coin-là, un abcès épidural. Donc, c'est toutes des choses qui sont sur le différentiel. Le traitement d'une compression médulaire, bon, d'abord et avant tout, c'est la cortisone. On sait que c'est très important de la commencer rapidement. La dose standard, même s'il y a eu plusieurs doses là, dans la littérature, c'est 10 mg de décadron, puis ensuite 4 QID. Puis, qu'est-ce qu'on fait à part commencer la cortisone? C'est vraiment du cas par cas parce que ça dépend. Est-ce que le patient est connu? Est-ce qu'on a déjà une patho? Si on n'a pas de patho, c'est différent que si on a une patho puis on sait ce que le patient est là. Est-ce que la lésion est unique ou est-ce qu'il y a plusieurs lésions à plusieurs niveaux? Est-ce que le patient va vivre longtemps? Est-ce que la tumeur qu'il a est radiosensible? Est-ce qu'on peut irradier versus est-ce qu'il peut avoir de la chimiothérapie si c'est un lymphome qui va répondre vite versus si c'est un cancer du rein qui ne répondra pas à la radio? Donc, vraiment, c'est du cas par cas et ça prend vraiment une équipe. Et les cas qu'on a à l'urgence, très souvent, je suis obligé d'appeler le neurochirurgien au CHUM, d'appeler le radio-oncologue, puis d'essayer de coordonner le tout pour décider le meilleur traitement pour ce patient-là, dépendamment des circonstances. Je passe donc, après la compression médulaire, je passe à la SVC, là, le syndrome de Vencave, qu'on voit quand même à l'urgence de façon régulière. Ça, c'est un homme qui, à 7 heures le matin, a le visage enflé, puis
parce qu'il était couché. Puis durant le jour, son visage diminue. Et ça, c'est à cause que son retour veineux au niveau de la veine cave est altéré. Donc, obstruction partielle ou totale du flot sanguin de la veine cave dans l'oreillette droite. La plupart du temps, c'est le cancer à la petite cellule du poumon qui a tendance à être très central et les lymphomes aussi, là, des ganglions médiastinaux là, qui vont causer ça. C'est la plupart des cancers. Il y a d'autres causes, des thymomes, des causes plus rares. Des fois même, c'est même pas oncologique. Là, des fois, c'est de la fibrose ou des choses très rares, mais ça fait partie des différentiels. Et de toute façon, ça va prendre un scan. Notez que, parce que c'est insidieux et ça se présente très lentement avec des masses centrales là, au niveau médiastinal, la moitié des gens qui se présentent avec un SVC n'ont pas de pathologie connue. On ne sait pas qu'ils ont un cancer, on ne sait pas ce qu'ils ont. Ça fait en sorte que le traitement n'est pas facile à rapidement instaurer. On a besoin d'une patho avant de commencer à radier ou à donner une chimio, certainement. On veut savoir ce qui se passe, donc ça vaut la peine de scanner partout, voir est-ce qu'on peut avoir une biopsie rapide, euh, quelque part, si le patient n'est pas connu. On peut donner des diurétiques initialement, on peut élever la tête, cortisone si on pense que c'est un lymphome et surtout si on a déjà une patho d'un lymphome parce que sinon, si on traite avec la cortisone trop rapidement, on va nécroser puis on ne pourra pas nécessairement savoir plus tard qu'est-ce que c'est. Euh, le traitement va dépendre de la cause. Donc, est-ce que c'est la radio si on pense que c'est radiosensible? Est-ce que c'est de la chimio si on pense qu'on sait ce que c'est? Parfois, rarement, j'ai déjà vu ça, mais c'est rarement, on peut mettre un stent en radiologie. Surtout si on est mal pris, le patient est très symptomatique puis on n'a pas de patho, le stent peut être une option à considérer. Je passe à la prochaine, encore une fois, un peu rapidement, mais ça fait partie des choses que vous voyez. La fameuse tamponnade, là, donc c'est plus qu'un épanchement péricardique parce qu'on a des patients avec des épanchements malins, mais c'est un épanchement qui est suffisant pour commencer à causer un compromis hémodynamique et que le cœur en diastole n'arrive pas à se remplir comme il devrait. Et donc, le patient va essentiellement avoir des symptômes de l'insuffisance cardiaque hein, parce que le cœur n'arrive pas à pomper autant, n'arrive pas à se remplir autant, donc dyspnée, ça peut être douloureux, tachycardie. On peut avoir ce fameux pouls paradoxal où normalement, quand on inspire, il est normal que la pression chute un petit peu, la systolique chute un peu quand on respire. Mais dans le cas d'un épanchement significatif, quand on inspire, il y a tellement de flot qui va rentrer, en fait, donc le flot qui va rentrer dans le ventricule droit va être suffisant pour comprimer le ventricule gauche. Donc, ça va empêcher le ventricule gauche de bien se remplir et donc la pression va chuter durant l'inspiration. À l'auscultation, les bruits vont être lointains, les jugulaires vont être remplis, on peut avoir de l'édème comme une insuffisance cardiaque. Donc, essentiellement des signes d'insuffisance cardiaque chez quelqu'un qui a un cancer. On peut penser à, oui, l'infarctus et les choses ordinaires auxquelles on pense, mais aussi le tamponade peut être un effet un des symptômes. Parfois, au rayon X, déjà, on va avoir un gros cœur, puis ça peut être déjà suggéré par la grosseur du cœur sur le rayon X. Le CG peut être aussi suggestif parce qu'on va avoir du bas voltage, mais évidemment, l'examen de choix, c'est l'écho cardiaque qui va nous confirmer qu'il y a un épanchement et aussi, surtout, nous dire si l'épanchement a un impact hémodynamique ou pas. Si c'est le cas, on peut faire une cardiosynthèse, on va aller drainer ça sous écho ou même aller en chirurgie pour un drain ou une fenêtre. Malheureusement, quand un patient se présente en tamponnade, peu importe le cancer, statistiquement, c'est un pronostic très sombre et peu importe ce qu'on fait, généralement, ça augure mal quand c'est une tamponnade. L'hémorragie, pas l'hémorragie, mais l'hypertension intracrânienne, donc les métastases qui sont symptomatiques au niveau cérébral, on en voit régulièrement à l'urgence qui viennent avec, en fait, la cause la plus commune, c'est de la fatigue. Si on regarde statistiquement, là, c'est la cause la plus commune de présentation là, c'est la présentation la plus commune des métastases cérébrales, c'est de la fatigue, mais également des nausées. Évidemment, ça peut être aussi focalisateur en termes de déficit neurologique d'un côté ou de l'autre. On sait quoi faire avec ces patients-là, décadrons, consulte neurochir, consulte radiothérapie, dépendamment de si on sait ce qui se passe ou pas en termes de quel cancer. Donc, j'ai parlé un peu des urgences anatomiques. Passons aux urgences métaboliques. Encore une fois, là, je ne les passerai pas tous, mais je vais m'attarder à une qui est la plus commune, en fait, c'est l'hypercalcémie. C'est l'urgence la plus commune et c'est une urgence à laquelle il faut penser parce que les symptômes de l'hypercalcémie sont quand même vagues. Hein? Donc, on a le fameux
les fameux termes en anglais, là, les renal stones, bones, overtones et abdominal growths. C'est une façon de dire donc qui ont des lithiases possiblement rénales à cause du calcium, phosphate, des douleurs osseuses parce qu'ils ont des métastases. Le calcium va altérer au niveau neurologique psychiatrique et ils ont des nausées, vomissements, constipation dus au calcium. Donc, vous voyez que ces symptômes-là, pris isolément ou même en combinaison, sont relativement non spécifiques et ça fait en sorte qu'il faut se rappeler de doser le calcium d'abord et avant tout. Facile à doser, mais il faut quand même se rappeler de le faire et se rappeler qu'aussi chez quelqu'un qui a un cancer, c'est la plus importante là, manifestation métabolique de quelqu'un qui a une urgence oncologique. Les mécanismes, bon, souvent, c'est une lise là, au niveau des os. Dans quel cas, la phosphatase alcaline est également élevée, mais aussi, ça peut être paranéoplasique. On sait qu'il y a des tumeurs qui sécrètent du PTH related peptide, du PTH-RP ou de la vitamine D, là, surtout les lymphomes. Les cancers les plus fréquents, le sein, le poumon, le myélome. Donc, le sein et le myélome, c'est quand même des cancers qu'on peut traiter, qui peuvent vivre Moi, j'ai des myélomes qui étaient en hypercalcémie il y a plusieurs années, là, qu'on a traités, puis qui sont maintenant en Xème ligne de myélome, qui sont encore vivants en très bonne santé, relativement en bonne santé, avec une maladie contrôlée. Donc, il faut la reconnaître puis bien la traiter, l'hypercalcémie. On sait que le calcium total n'est pas fiable, surtout c'est notre population qui a une albumine basse, ça prend un calcium ionisé, puis évidemment avec ça, voir s'il y a une atteinte rénale, on peut doser aussi le PTH, parce que ça peut ne pas être néoplasique nécessairement, ça peut venir de la parathyroïde, ou bien la PTH-RP, bonne chance, là, ça prend des semaines pour avoir le résultat. Vitamine D, ça peut être dosé aussi rarement dans les lymphomes. Et puis évidemment des imageries pour voir l'état des os. Le traitement hydratation agressive, on peut faire du Lasix, mais seulement lorsqu'ils sont bien hydratés. La néphro, évidemment, va nous aider dans ces cas-là. Le traitement de choix, c'est les bisphosphonates qu'on fait régulièrement, donc pamidronate ou Zometa. On peut utiliser l'Xgeva ou le denosumab aussi. La calcitonine est utilisable. Elle donne un effet rapide, mais de très courte durée. Donc, si le patient est très, très symptomatique, ça peut être considéré. Et la cortisone peut aussi aider avec l'hypercalcémie. Je passe à l'autre rapidement, là, le syndrome de liste tumorale rare, hein, mais on a des tumeurs, surtout quand on les traite, des tumeurs qui se multiplient vite, leucémie aiguë, Burkitt, poumon artère de cellules. Et quand on les traite, rarement de façon spontanée, là, ça prendrait un cancer qui évolue très rapidement, que ça arrive de façon spontanée, mais le danger de la liste tumorale, évidemment, c'est le potassium qui se libère en grande quantité et qui peut induire des arythmies, voire être fatal. Le calcium, c'est-à-dire le phosphate qui est relâché des cellules, se lie au calcium à l'extérieur. On a l'hypocalcémie et évidemment aussi des lithiases rénales qu'on peut avoir et de la goutte qu'on peut avoir à cause de l'acide urique qui est relâché. L'hyponatrémie, vous en voyez tous les jours. Encore une fois, faut-il y penser parce que les symptômes sont très non spécifiques. Puis, je pense que la plupart des patients qui rentrent à l'urgence là, ont un sodium de toute façon. Dans la population oncologique, là, des fois, ils sont juste déshydratés ou bien ils ont un SIADH paranéoplasique et donc ça peut être la manifestation au niveau oncologique. La CIVD, j'en parle pas longtemps. Ça se présente chez les patients avec certaines leucémies, certains cancers très avancés. Souvent, ces gens-là sont déjà aux soins intensifs, mais on sait que ces gens-là peuvent à la fois thromboser et saigner. C'est une complication et des fois, c'est des maux de tête là, au niveau hématologique. Alors, voilà, j'ai quand même voulu passer à travers les urgences classiques relativement rapidement pour essayer de me focusser un peu sur les immunothérapies parce que là, il y a peut-être des choses qui sont nouvelles, surtout pour les non-oncologues. Si on divise l'immunothérapie, on peut la diviser en immunothérapie passive et active. Et par ça, qu'est-ce que je veux dire? Passive, c'est simplement donner des anticorps. Et on a un certain nombre d'anticorps qui n'arrêtent pas d'augmenter, là, mais des anticorps qu'on donne par la veine et maintenant bientôt subcutanés qui vont aller stimuler le système immunitaire et vont avoir des effets secondaires possiblement. Et on a l'immunothérapie active qui est différente, qui est plus compliquée et qu'on ne fait pas nécessairement dans tous les hôpitaux. Chez nous, à Laval, on ne fait pas ça, mais on a des patients parfois qui vont avoir reçu des thérapies ailleurs, notamment à Maisonneuve-Rosemont, par exemple, où on fait des CAR-T. Et je reviens dans un instant parce que c'est intéressant. L'immunothérapie passive, que oui, là, on en fait, puis on a un nombre vraiment très, très grand et croissant encore de gens qui reçoivent l'immunothérapie passive, donc des anticorps. Rappelez-vous que tous les anticorps monoclonaux finissent par MAB. Donc, on en a depuis longtemps des anticorps monoclonaux, mais c'est dans les peut-être 10 dernières années
8 à 10 dernières années qu'on a des anticorps monoclonaux, des mAb qui ne ciblent pas n'importe quoi, qui ciblent vraiment des antigènes qui vont provoquer le système immunitaire. Donc, l'immunothérapie passive, si on regarde les grands types d'anticorps qu'on a, les plus grands, c'est ceux qui sont anti-PD1, PDL1. Donc, PD, c'est Program Death. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on a appris que depuis déjà une quinzaine d'années, là, on sait que quand on regarde ce qui se passe entre un lymphocyte T et entre une cellule tumorale, on a appris que la cellule tumorale est capable de produire un antigène particulier qui s'appelle le PDL1, donc le ligand 1, qui se lie au PD1 exprimé sur le lymphocyte T. Et ce contact-là fait en sorte que la cellule tumorale est capable de inhiber, de donner de calmer le lymphocyte T, de le faire dormir essentiellement. Une espèce de pot de vin, si on veut, au lymphocyte T pour le calmer. Et c'est une des façons que le système immunitaire est capable et que le cancer est capable de pousser malgré notre système immunitaire. Et donc, sachant ça, depuis une dizaine d'années, se sont succédés sur le marché là, vraiment un grand nombre il y en a au moins 5-6 actuellement, de ces anticorps qui soit ciblent le PD1 ou le PDL1. À toute fin pratique, c'est la même chose. C'est la même voie de signalisation qui est ciblée par ces anticorps-là. Et donc, en ciblant cette voie-là, on empêche cette voie-là de fonctionner et donc on empêche la cellule tumorale de faire dormir le lymphocyte T. Et donc, c'est une façon d'activer le lymphocyte T. Donc, des médicaments que vous connaissez sans doute, là, vous voyez des patients qui sont là-dessus, nivolumab, pembrolizumab, atezo, durva. Donc, c'est les plus classiques qu'on utilise. L'autre chose à savoir, c'est qu'il y a des anticorps qu'on appelle les BiTE qui sont en train d'arriver là, tranquillement sur le marché et qu'on commence à utiliser activement, même chez nous à Laval. Donc, c'est très élégant, je trouve. C'est des anticorps qui sont monoclonaux, qui sont fabriqués en laboratoire, mais tant qu'à les fabriquer, hein, ils ont réussi à les fabriquer de façon à ce que les deux bras de l'anticorps soient différents. Donc, il y a un bras qui va aller chercher le lymphocyte T, souvent avec un CD3 qui sont sur le lymphocyte T, et l'autre bras qui se lie à une cible sur une cellule tumorale donnée. Et donc, on appelle ça les BiTE, donc les Bispecific Antibodies. Puis, on en a 3 actuellement sur le marché qui sont utilisés en myélome et en leucémie aiguë. Et ces anticorps-là sont des mAb, donc c'est des anticorps, mais ils provoquent le système immunitaire en amenant le lymphocyte T d'un bras en contact avec la cellule tumorale de l'autre bras. Donc, élégant, je trouve, comme mécanisme. Donc, ça, c'est l'immunothérapie passive. Quelques mots sur l'immunothérapie active. Là, c'est différent. Là, ce qu'on fait, c'est que, et on ne fait pas ça chez nous à Laval et dans la plupart des centres, on ne fait pas ça, seulement dans les centres spécialisés. On prélève les lymphocytes du patient, on les envoie aux États-Unis dans une usine spéciale. Donc, c'est des pharmaceutiques qui ont des usines spéciales dans lesquelles on va mettre en contact les lymphocytes T du patient avec un antigène spécial particulier d'un cancer donné et on va activer les lymphocytes contre cet antigène particulier. Puis ensuite, on va reshipper les lymphocytes T activés, primés, multipliés au centre d'infusion, puis le centre va infuser ça au patient. Donc ça, c'est vraiment une immunothérapie active et là, on parle là-dedans dans d'autres variantes de ça qui s'apparentent à des vaccins, etc. Donc, une ère très prometteuse qui commence, mais qui est encore là spécialisée. Le CAR-T, ça se fait, j'ai eu déjà quelques patients, là, 2-3 patients qui ont passé à travers ça. Ça fonctionne chez certains patients très bien, d'autres pas encore aussi bien. Mais pour l'instant, c'est donné surtout pour les gens avec des lymphomes et des leucémies. Et je vous ai donné ici les noms, là, juste au moins pour des fins de les avoir entendus une fois, des patients qui ont reçu ces traitements-là. Généralement, ces gens-là vont être traités dans leur centre, là où ils ont reçu ça, mais quand même savoir que ça peut être des patients qu'on retrouve des fois dans nos clientèles à nous. Et c'est quoi les toxicités possibles? Que ce soit immunothérapie passive ou active, je vais parler globalement là, de tout ce qui arrive quand on stimule le système immunitaire contre le cancer. Bien, il est possible que le système immunitaire dérape et commence à causer des problèmes et toucher d'autres organes. Donc, la liste des organes possibles est excessivement longue, en fait, de la tête aux pieds, là, littéralement, du cheveu en haut, de l'alopécie jusqu'au petit orteil en bas. Tout peut être touché dans la monographie des produits, dans les études, on le voit. Je vais focuser sur les toxicités principales, surtout celles qui sont un peu comme une urgence, puisque c'est le sujet de la journée aujourd'hui. Donc, considération générale,
tous ces effets-là, c'est une activité, une suractivité du système immunitaire. Donc, ce n'est pas la faute du cancer lui-même. Et c'est la distinction que j'ai faite initialement en vous disant que ces gens-là, non seulement ça ne veut pas dire que le cancer avance et donc ça ne veut pas dire qu'il faudrait les laisser aller là parce que le cancer est en progression. Non, c'est au contraire, c'est notre thérapie qui fait ça. Non seulement ça, mais aussi c'est que les toxicités semblent prédire une meilleure réponse. Règle générale, les gens qui ont des toxicités vont répondre mieux. Règle générale, donc au contraire, c'est les gens qu'il faut à tout prix sauver parce que peut-être que leur cancer va être possiblement guéri, ou en tout cas, ou bien répondre. Évidemment, on est toujours pris avec est-ce que ce qui se passe là, c'est-tu la progression du cancer, c'est une infection, c'est une toxicité immunitaire. Ça reste que le différentiel est toujours aussi complexe. Et le traitement global, là, généralement, en règle générale, c'est de la cortisone quand on pense que c'est immunitaire. Alors, commençons par, disons, au niveau intestinal. Au niveau intestinal, on peut avoir toutes sortes de choses. Ça peut être une hépatite biochimique avec des douleurs au niveau du foie. Ça peut être une colite. Donc, la colite, un patient qui se présente en colite post-traitement, ça peut tout aussi bien être une colite infectieuse s'il est neutropénique, disons, comme une C. diff, comme ça peut être une colite aiguë due à l'immunothérapie. Et surtout, si on donne, là, de nos jours, on donne parfois de l'immuno mélangé avec de la chimio. Alors, le différentiel d'un patient qui a une colite à l'urgence, des diarrhées, là, disons, très, très fortes, c'est tout. Hein. En fait, on part de la neutropénie, de la colite neutropénique jusqu'à le C. diff, le CMV, les infections, et aussi la colite aiguë due à l'immunothérapie s'il en a reçu. La peau, ça part du petit rash de rien du tout jusqu'au Steven Johnson, possiblement mortel, si c'est un effet de l'immunothérapie. L'endocrinien, ça, c'est très vaste et c'est très intéressant et très insidieux. Hein. Tout ce qui est endocrinien, là, c'est toujours là, le diagnostic impossible à faire là, parce que ces gens-là se présentent de façon tout à fait non spécifique avec une hypothyroïdie. C'est commun. On voit des TSH monter de façon très légère avec les immunothérapies, mais ça peut aussi être une TSH qui saute soudainement et qui fait en sorte que le patient est en hypothyroïdie aiguë, ou bien un cortisol très bas, donc une essence suradrénalienne qui s'est installée parfois très rapidement. Hypophysite, donc qui peut être tout ça en même temps, là, avec ça, c'est un scan qui montre une résonance qui montre l'hypophyse là, inflammée là, par le système immunitaire qui l'a attaqué. Donc, hypophysite, on en a vu, j'en ai vu. Je ne l'ai pas mis là-dessus, mais j'ai eu une patiente qui a eu un diabète de type 1. J'ai induit, ça c'est une histoire incroyable, une patiente avec un poumon métastatique. Ça date de 2016. Ça fait 9 ans, je m'en rappelle très bien. Je lui ai donné une dose d'immunothérapie. Elle est arrivée à l'urgence 2, 3 semaines plus tard avec un diabète de type 1 induit par une dose d'immunothérapie. Depuis ce temps-là, elle est en diabète type 1 avec insuline dépendante, évidemment, mais son cancer est guéri. Elle n'a plus depuis 9 ans évidence de son cancer. Quand je vous dis qu'il y a une relation là, entre les toxicités le succès, bon, c'est pas une règle absolue, mais quand même, cette patiente-là, je m'en rappelle à chaque fois, j'ai échangé son cancer du poumon contre un diabète de type 1, ce qui peut ne pas être un mauvais deal nécessairement. La pneumonite, donc les gens qui peuvent se présenter, le différentiel est très large d'une dyspnée, disons, mais la pneumonite due à l'immunothérapie est une entité très connue qui peut être mortelle si elle n'est pas adressée rapidement avec de la cortisone. Myocardite, malheureusement, dans les immunothérapies, j'ai eu une patiente que j'ai perdue avec une dose d'immunothérapie, myocardite carabinée. Et encore une fois, c'est encore non spécifique un peu quand ça se présente. Peut-être qu'elle a mal à la poitrine, elle est dyspnique, etc. Puis on découvre qu'elle a des CK des tropos très élevés. Puis malheureusement, ce n'est pas une crise cardiaque usuelle, là, ce n'est pas segmentaire, disons, à l'écho, c'est une myocardite et on essaie de la sauver, mais on n'a pas réussi. Puis malheureusement, de temps en temps, on en a des gens qui vont faire des myocardites et on a des cardiologues qui sont impliqués avec nous pour tenter d'identifier ces patientes-là d'avance, même si ce n'est pas facile à faire. Donc, je vous ai parlé des principales toxicités. Il y en a d'autres. Au niveau neurologique, il y en a. Je pourrais passer, je pense, toute la journée à en parler, puis je ne suis pas l'expert non plus. Là, il y a toute une expertise qui est rendue, qui se développe sur les immunothérapies et leur toxicité.
mais j'ai surtout voulu parler de celles qui se présentent de façon urgente à vous, peu importe ce que vous faites là, à l'urgence ou en cabinet externe ou à la salle de traitement ou peu importe. Donc, tous les organes peuvent être touchés par l'immunothérapie. La plus fatale, statistiquement, c'est au niveau pulmonaire. La plus non spécifique et insidieuse, c'est au niveau endocrinien. Se rappeler aussi que contrairement à la chimio, on a une très bonne compréhension du timing. Là. On sait que la neutropénie est toujours 7, entre 7 et 14. On sait très bien comment la chimio fonctionne. L'immuno, là, c'est beaucoup plus imprédictible, notamment au niveau, par exemple, ici, au niveau endocrinien, il y a des gens qui vont développer des problèmes des semaines, voire des mois après leur dernière dose d'immunothérapie. Donc, il faut reculer dans l'histoire du patient, le questionnaire pour voir qu'est-ce qu'ils ont reçu et quand. Euh, je termine là-dessus. Encore une fois, ce pas des patients qu'on va voir souvent, mais juste savoir que ça existe puis qu'éventuellement, on va en voir de ces patients-là. Deux entités nouvelles que moi, qui n'étaient pas du tout dans ma présentation en 2008, là, quand j'étais résident, comme je vous ai parlé au tout début. Là, donc, c'est vraiment des choses nouvelles qu'on apprend live, là, nous, comme oncologues et tous les médecins, les pharmaciens et tous les gens de la santé, des syndromes qui n'existaient pas avant. Donc, syndrome de relâche ou de relargage des cytokines et syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices, donc un long nom. Le terme utilisé souvent, c'est ICANS. Et ça, c'est des entités nouvelles qui sont décrites depuis qu'on a du CAR-T. Donc, surtout depuis CAR-T, malgré que certains agents bispécifiques causent des choses semblables à ça. Bispécifiques, c'est ceux qui ont des deux bras, le CD3 et un autre antigène. Donc, mais surtout le CAR-T aussi, qui ont des relâches de cytokines là, majeures. Donc, le système immunitaire est tellement, tellement activé qu'il y a des relâches surtout de IL-1 et de IL-6, interleukine 1 et 6, puis ça peut être tellement important, cette relâche de cytokines, que en fait, les patients peuvent en décéder. Donc, ne décèdent pas du cancer, mais décèdent de ça. En fait, un de mes premiers patients, le premier patient que j'ai eu avec un lymphome réfractaire que j'ai envoyé à Maisonneuve pour se faire recevoir un CAR-T, il est mort d'un CRS. Puis c'était, je pense, au tout début, là, les médecins apprenaient encore à le gérer. Et même les intensivistes apprennent à gérer ça maintenant parce que ces gens-là, parfois, se ramassent aux soins intensifs. Donc, une réaction inflammatoire majeure médiée par IL-1 et IL-6 et tous les organes peuvent être touchés d'une espèce de fièvre là, grippale, hypotension, ils peuvent rentrer en choc, là, hypotension, tachycardie, hypoxie. Et il y a aussi une variante, le ICANS, c'est une variante du CRS qui touche au niveau neurologique, là, qui peut aller jusqu'au coma, convulsion, coma au niveau neurologique. Donc, les gens qui utilisent le CAR-T, les hématologues qui font du CAR-T dans les centres spécialisés sont de mieux en mieux là, bons pour le prévenir, le voir venir. Et là, maintenant que c'est installé, si ça s'installe, on a des médicaments. On a un médicament qui n'était pas développé pour ça, mais maintenant qu'on a découvert qu'il fonctionne pour ça, un anti-IL-6 qui s'appelle le tocilizumab, qui fonctionne actuellement et qui est utilisé là, avec la cortisone parfois pour ce genre de réaction-là. Donc, j'en parle parce que ce sont des urgences qu'on ne voit pas nécessairement ici tous les jours, mais qu'on ne verra pas nécessairement ici parce que ces gens-là sont traités ailleurs, mais je pense qu'il faut être conscient de ça et c'est possible qu'un jour, on finisse par voir ces patients-là dans nos lits et dans nos soins intensifs, entre autres. Donc, j'ai couvert en 40 quelques minutes, là, pardonnez-moi si c'est parfois été un peu en rafale, mais je voulais quand même vous donner un aperçu global. Je pense que dans les urgences oncologiques, c'est surtout, c'est pas nécessairement le secret, je crois, ce n'est pas nécessairement de savoir quoi faire avec chacune de ces urgences-là, mais c'est surtout de la reconnaître. Hein. Je pense que le premier, c'est d'avoir vu, d'avoir entendu parler, de sorte à reconnaître une image ou un tableau clinique qui se présente. Puis une fois qu'on l'a reconnu, c'est le plus grand défi ou de faire le test, de reconnaître. Puis après ça, ben, une fois le traité, ça, on peut faire entrer des spécialistes ou d'autres gens ou consulter des collègues et consulter UpToDate, etc., pour savoir comment le traiter. Mais je pense que la clé, c'est dans la reconnaissance rapide de ces toxicités, d'où ce que j'ai voulu faire, c'est de passer à travers plus de quantité que nécessairement d'aller en profondeur avec chacun. Je ne peux pas m'empêcher, et je m'excuse, mon père m'avait toujours dit de ne pas parler de politique en public, mais je ne me suis pas empêché cette fois-ci, en préparant la présentation, de glisser un mot là, sur ce qui se passe de Trump et de finir avec une diapo dans les mots de Jean Chrétien qui a dit le Canada et ce qui se passe actuellement au sud de la frontière nous fait réaliser à quel point on est chanceux d'être ici. En tout cas, je le sens. Le Canada est le plus meilleur pays du monde, malgré que le système de santé a un peu de difficulté ces jours-ci.
Alors, je termine là-dessus et je pense qu'on a un peu de temps pour certaines questions. Je vais arrêter mon partage d'écran et s'il y a des questions, je suis content d'en prendre. Merci beaucoup, Alain. C'était très intéressant comme présentation. En effet, beaucoup d'informations à rentrer en peu de temps. Je vois pas de questions présentement dans les commentaires, mais beaucoup de gens mettent des petits emojis d'applaudissements. Merci. La présentation est enregistrée puis va se retrouver sur l'intranet si il y a des gens qui veulent réécouter certaines parties ou s'il y a des personnes qui n'ont pas pu se connecter. Merci. Merci. Sandrine, vous envoyez comme pharmacien là, beaucoup effets des immunothérapies. Là. Oui, en effet. Puis comme tu disais, il y en a de plus en plus qui vont se retrouver dans d'autres secteurs aussi, là, les soins intensifs. Les neurologues ont été impliqués aussi là, pour tous les documents qu'on a créés pour les CRS, les ICANS avec les nouvelles thérapies. Donc, ça va impliquer de plus en plus d'autres gens hors onco aussi. C'est devenu un domaine en soi. Là. Il y a même il y a des journées organisées, des conférences, des congrès entiers organisés pour parler d'immunothérapie, des effets de l'immunothérapie. Donc, c'est vraiment en pleine évolution. J'ai quelqu'un qui demande si le PowerPoint va être disponible. Je pense que tu l'avais envoyé à Véronique, Alain, ou Non, non, je peux l'envoyer. Je vais tu enlever vas peut-être pouvoir les me deux dernières l'envoyer? slides. OK. Je vais garder une petite gêne, là, ne sachant pas ça va atterrir dans les mains de qui. Mais je vais enlever les deux dernières slides puis je vous donne la PowerPoint, ça fait plaisir. Parfait. Donc, on va pouvoir le déposer sur l'intranet éventuellement aussi. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Ah, je pense que quelqu'un a levé la main et l'a rebaissé. Je pense pas que les micros peuvent être activés, mais juste écrire la question dans le chat, là, on peut attendre une minute ou deux encore. Le chat, j'ouvre le chat pour voir peut-être, parce que je suis texto en même temps. Euh, merci, ok, mais ça fait plaisir. Ah, est-ce qu'il y a une question? Ah, excuse-moi, je pensais qu'il y avait une question dans le chat, mais j'en vois pas. Non, moi aussi, je pense que c'est juste des gens qui disent merci. Donc, Ok, je pense qu'on va pouvoir fermer la présentation. ok, Merci beaucoup, Alain. ça m'a fait plaisir. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Bonne fin de Sandrine. journée. Bye Bye bye. bye.